Bonjour. D'elle, on connaît surtout un visage, le haut de son corps. C'est oublié un peu vite qu'elle a des jambes, fort jolies d'ailleurs, qu'elle met à rude épreuve en pratiquant la danse classique et qu'une de ses passions. Nous verrons ensemble si l'exercice des pirouettes et des pas chassés lui a été utile pour rester l'étoile du PAF qu'elle est toujours. Pour l'heure, je vous propose un pas de deux avec Claire Chazal. J'ai suivi le chemin de feuilles. Oui, c'est joli, hein? Très. On est tout à... Alors, désolé, l'organisation a failli. Il n'y a pas de barre pour vous, que vous puissiez vous prêter à cet exercice, mais on va essayer de faire autre chose. Oui. C'est drôle de vous voir dans cette position, non, Claire Chazal? D'habitude, les rôles sont inversés. C'est vous qui interviewez? Souvent, oui. Ça m'est quand même arrivé de répondre à des questions, mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis à votre place. Oui. Et alors, c'est difficile d'être dans une position d'interviewé? Ah non, 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 ça fait très plaisir. Au contraire, non, c'est plus calme. On se laisse porter, on se laisse guider. C'est bien. Surtout quand on parle d'une passion, la passion qui est la vôtre, une de vos passions, j'imagine. Oui, j'avais envie de dire que ma première passion est mon fils, mais ça ne fait pas une surprise. Mes amis, ceux qui m'entourent, et puis bien sûr mon métier, ce Oui. métier de journaliste que j'aime et que j'ai aimé instantanément quand je l'ai fait. Non pas que c'était une vocation, mais c'est devenu tout de suite, j'allais dire, une passion quand en 1981, je suis rentrée au Quotidien de Paris. Donc voilà, Presse ça c'est écrite d'abord d'abord. presse écrite et une passion pour l'écriture et le journalisme. Puis après, bien sûr, à la télévision. Donc ça, c'est ce qui me constitue. Et puis, j'allais dire accessoirement, mais non, principalement, cette activité à la fois physique et artistique que j'aime depuis l'enfance. Depuis l'enfance, vous étiez, tout à l'heure, on a croisé dans le hall des petites filles en chignon et Ah. en collant. Peut-être que Claire Chazal aussi, quand elle était petite, elle rêvait de ces tutus et des pointes. C'est comme ça que c'est venu? Bien sûr. D'ailleurs, très souvent, quand je vois des petites filles dans la rue je repère toujours La les danseuse. jeunes danseuses ou en tout cas apprenties danseuses. Oui, bien sûr. Il y a une position, un port de tête, une façon de se coiffer, une façon d'avancer, de marcher, les pieds légèrement en dehors. Et j'aime ça, moi. J'ai aimé ça petite. J'ai aimé l'atmosphère du cours, j'ai aimé le piano, j'ai aimé les miroirs, les justes au corps, les pointes. J'ai aimé cet effort physique, j'ai aimé cette recherche du beau geste qui me portait et que je retrouvais, disons, 2 fois par semaine. J'en suis restée là, j'allais dire hélas, mais je ne regrette pas ma vie, donc je Alors, suis c'est la très question que j'allais heureuse. vous poser. Est-ce que c'est un regret? Est-ce que vous auriez aimé, vous avez rêvé d'être danseuse étoile un jour? J'ai bien sûr rêvé de ça. J'avais envie de rentrer à l'école de danse de l'Opéra de Oui, Paris. bien sûr. À l'époque, il était difficile de le concilier avec de la scolarité, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque cette école est à Nanterre, comme vous le savez, et qu'elle intègre toutes les études dans une journée. Tout est organisé pour que les enfants C'est ça. aillent au moins au baccalauréat. Et j'en connais qui, ne pouvant pas rentrer dans le corps de ballet, ont fait des études sérieuses après, ont pu le faire, donc n'ont pas raté leur vie, et c'est très ça. important. De mon temps, c'était plus compliqué, et moi j'étais dans une famille évidemment, une mère enseignante, les études étaient valorisées, et je n'ai d'ailleurs pas été frustrée tant que ça. Donc j'ai poursuivi ma scolarité tout en faisant de la danse, mais je suis restée amateur. Je précise aussi que si j'avais vraiment eu des dons, je crois que les professeurs les auraient repérés. J'étais notamment dans un conservatoire à Boulogne qui était excellent, avec une dame qui s'appelle Hélène Tréline, que je croise souvent encore à l'opéra, qui était mon professeur, qui avait été une danseuse de l'opéra. Et je crois qu'elle savait repérer. Donc, soyons honnêtes, je n'ai pas été repérée. Donc, je ne suis pas... peut-être avec du travail, j'y serais arrivée, mais disons que je n'avais pas de prédisposition évidente. Donc voilà, moi je suis restée dans mes études, j'ai fait autre chose, HEC, etc. Et à l'époque, je ne l'ai pas regretté. Aujourd'hui, quand je vais évidemment voir des danseurs sur scène, et je vais très souvent les voir, je les connais, je partage leurs émotions, j'ai vraiment une tristesse en fait. De ne pas avoir vécu ce qu'ils vivent. De ne pas avoir fait ça, voilà. J'ai vraiment toujours cette frustration. C'est plus qu'une frustration d'ailleurs. C'est une tristesse.
On va essayer de la conjurer aujourd'hui. Vous continuez à danser, alors un amateur, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous dansez? Alors, d'abord, j'ai effectivement eu la chance de reprendre vraiment sérieusement la danse. Et d'ailleurs, je regrette bien de ne pas l'avoir fait avant, c'est idiot. Mais il y a une dizaine d'années maintenant, TF1 m'avait demandé de participer à une grande émission de variété, de ce qu'on appelait le prime time, en faveur d'une association, l'association Ella de Zidane, qui militait, enfin qui aidait les enfants atteints de leucodystrophie. Bref, nous avait demandé aux uns et aux autres, des artistes, des personnalités, de faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Et moi, il m'avait demandé de participer à une variation avec un chorégraphe pendant 4 ou 5 minutes. Bon, ce chorégraphe était Reda, avec ses danseurs. Nous avons donc répété beaucoup. J'ai beaucoup travaillé pour remettre les pointes et j'ai adoré ça. Et de ce jour, j'ai suivi les danseurs professionnels qui entouraient Reda et qui m'ont dit « Mais viens, nous, le matin, on va travailler », car les professionnels travaillent tous les jours, naturellement, les danseurs de l'opéra et les autres. Et donc, j'ai osé, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre de Wayne Barnes, j'ai osé, grâce à Wayne Barnes, reprendre ces cours de danse et me mêler aux jeunes d'horizons très différents, de compagnies, de jeunes qui passent des auditions, des jeunes qui essayent d'en faire leur métier. J'ai osé me mettre à la barre. Voilà. Et ce plaisir et cet effort-là, je les retrouve tous les matins, en tout cas quand je peux, 4 ou 5 fois par semaine, si j'en ai la possibilité. C'est un moment pour moi. C'est ce que j'aime avant tout, en fait. C'est un moment où je retrouve un univers qui n'est pas le mien, c'est-à-dire ni de journaliste, ni d'homme politique, ni d'artiste. Pourquoi c'est compliqué, le journalisme d'homme politique? Non, mais c'est mon métier, donc c'est ce que j'aime, évidemment. Mais c'est ce qui occupe ma pensée, mon travail. Et avoir un temps pour soi, mais on peut trouver le yoga, la méditation, la lecture, la course à pied, ce moment qui vous appartient à vous, c'est-à-dire dans lesquels vous vous concentrez sur une activité que vous avez choisie et que vous aimez. Et c'est ça que je retrouve dans ce cours-là. Non seulement d'apercevoir des têtes différentes qui sont maintenant mes amis, puisque je les vois tous les jours, mais aussi de se poser, de penser à autre chose, de poser ce que l'on est soi-même, ses soucis, ses fatigues, surtout la fatigue d'ailleurs, et de se concentrer sur autre chose. Et ça, c'est principalement ce que j'aime. Outre, bien sûr, mais ça, on en parlera sûrement, la recherche du beau, c'est-à-dire l'émotion artistique. C'est pas qu'un sport, c'est pas qu'un dépassement physique, c'est pas qu'un exercice physique, c'est aussi un moment artistique. Et évidemment, pour moi, c'est ce qui est fondamental. C'est que je me mets dans la peau d'une artiste l'espace de 1h30 le matin. Depuis que nous parlons, vous avez prononcé les termes d'effort, de travail, de plaisir aussi. C'est constitutif de cet art-là, la danse. C'est un art d'effort, c'est un art de discipline. Et vous aimez ça? Et j'aime ça. Voilà, moi, j'étais une petite fille sérieuse, sage, travailleuse. Oui, j'aimais l'école, ou en tout cas, j'avais vraiment intégré l'idée qu'il fallait être en tête de classe, réussir, passer un concours, le réussir. Je pense que mes parents, bien sûr, y étaient pour quelque chose, naturellement. Ils étaient eux-mêmes des jeunes de la guerre, qui étaient d'un milieu extrêmement modeste et qui n'avaient que les études pour s'en sortir, et qui le savaient, et qui sont devenus d'abord instituteurs, puis mon père haut fonctionnaire, ma mère professeure de lettres. Et c'est leurs efforts dont j'ai vu les fruits, bien sûr, toute leur vie. Ils se sont extraits de leur milieu, dans l'Auvergne profonde, un milieu pauvre, parce qu'ils avaient envie de faire des études et de s'épanouir intellectuellement. Pourquoi? On ne sait pas. C'était en eux. Et cette exigence-là était en eux. Et nous l'avons vu toute notre vie. Et je pense que, bien sûr, ils ont transmis ça à cette petite fille que j'étais. Par imitation ou je ne sais pas, je l'ai fait. Donc aujourd'hui, la danse ne me paraît pas une contrainte, malgré la discipline que ça implique. Bien sûr,
on connaît la difficulté des études à l'école de danse de l'Opéra, je prends cet exemple, où ces enfants très jeunes sont extraits du monde et se concentrent sur cet effort quotidien de plusieurs heures de danse et de plusieurs heures d'études, puisqu'encore une fois la scolarité est intégrée, et y compris même d'un monde en vase clos, dans un internat, même s'il y a des enfants externes, il y a tout à fait la possibilité de rester externe dans cette école de Nanterre, mais tout de même, à partir de 8, 9 ou 10 ans, ces enfants sont en dehors de leur famille toute la semaine et se consacrent à cet effort du matin au soir. C'est tout de même quelque chose, ça forme des personnalités. Précisons que la plupart, pas forcément tous, mais la plupart aiment ça, bien sûr. Ne le vivent pas comme une contrainte, le vivent comme un épanouissement. Et quand d'ailleurs vous assistez aux cours, moi j'y suis allée bien sûr, je connais la directrice de l'école de danse de Nanterre, il y a un souci de développement artistique. C'est-à-dire que ces enfants, on leur dit un jour vous serez sur scène et vous devez vous y préparer. Et c'est formidable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'effort, il y a aussi cette récompense-là qui est au bout du chemin. Donc c'est une discipline, bien sûr, mais acceptée, je crois. Il y a aussi parfois l'effort qu'on file à la souffrance aussi, quelquefois. Bien sûr. Et toutes les danseuses vous le disent, je parle des danseuses parce qu'elles ont les pieds évidemment enserrés dans des chaussons de pointe et les pieds sont déformés, vous le savez. Et c'est une souffrance. J'ai souvent parlé avec Marie-Agnès Gillot, qui est une étoile qui va d'ailleurs malheureusement partir parce qu'elle va atteindre l'âge de la retraite, entre guillemets. Mais elle n'a jamais dansé sans souffrir. Elle ne l'imagine pas. Elle avait d'ailleurs à l'école de danse elle-même une scoliose assez prononcée et elle a fait tout son travail d'apprentissage avec un corset. Et Claude Bessy d'ailleurs l'avait beaucoup encouragée et aidée, mais cette danseuse ne peut pas imaginer d'être sur scène sans souffrir. C'est ainsi. On ajoute aussi les blessures, souvent des garçons qui sautent et qui tournent en sollicitant énormément les muscles et les articulations. C'est un sport de haut niveau et un art. Et il y a beaucoup de blessures. Donc, il y a des risques physiques, naturellement. L'organisme est mis à rude épreuve. Oui, c'est une discipline difficile. Mais que vous aimez. Vous aimez cette forme, voire même d'ascétisme, d'assèchement, quelquefois qu'il faut atteindre pour pratiquer la danse. Quel plaisir éprouvez-vous Oui, moi j'aime ça. Oui, l'ascétisme est un bon mot parce que je l'associe aussi au fait de rester mince, d'avoir une discipline même alimentaire ou de mode de vie. Il y a comme un plaisir alors s'affamer, ce n'est pas peut-être le mot, et puis en plus je ne veux vraiment pas faire l'apologie de l'anorexie, on me l'a un peu reproché donc je le précise évidemment, hein, c'est une maladie et on connaît bien sûr les ravages, mais se tenir, garder une silhouette, garder une souplesse bien sûr, et c'est ce à quoi on tend dans un cours de danse. Garder une musculation parce que ce qu'on nous demande est très difficile. Moi, je trouve que c'est repousser les frontières du temps, c'est repousser le vieillissement, c'est rester jeune, c'est rester dans l'allant, dans le mouvement. Donc, moi, ça me plaît, oui. En fait, je me sens mieux avec cet effort physique-là. Très souvent, je pars au cours en étant fatiguée et je suis beaucoup moins fatiguée après. Je suis fatiguée différemment. Oui, je ne suis pas fatiguée nerveusement, parce que nos fatigues, elles sont souvent nerveuses. Et je suis moins fatiguée après avoir transpiré, avoir fait cet effort-là et avoir testé ma souplesse ou ma force, bien sûr. Vous y puisez une autre énergie ? J'y puise une autre énergie et j'y puise l'idée très satisfaisante, très gratifiante que l'on peut, malgré son âge, progresser. C'est-à-dire que, non, il est faux de dire que tout est fini. Alors, bien sûr, je ne ferai pas les pirouettes, ni les fouettés, bien sûr. Mais j'ai quand même le sentiment, je le dis là depuis 10 ans, puisque j'ai repris ce cours, et je pense que mon professeur le dirait,
mais j'ai le sentiment de faire des gestes plus harmonieux, plus élégants, d'avoir progressé dans la souplesse, bien sûr, et donc de faire mieux, de me sentir finalement meilleure dans cet exercice. Et c'est extraordinaire de pouvoir le dire à cet âge. Et ça me fait très plaisir. C'est déjà une grande satisfaction. Voilà. Alors, on parlera dans quelques minutes de Wayne Byers, parce que ce n'est pas n'importe quel professeur qui est le vôtre. Mais je le disais tout à l'heure dans la petite introduction vous présentant, est-ce que ça vous a servi aussi dans l'exercice de votre métier, cette endurance, ce goût de l'effort, ce goût du travail Mais ça m'a sauvé la vie, ça m'a sauvé, voilà. Et je suis très prosélyte de l'exercice physique. Cet exercice-là, alors qui est un exercice physique et un exercice artistique, mais qui est une façon donc de se dépasser et surtout d'exercer sa force, moi, ça a éliminé, pas complètement, parce qu'on ne les élimine pas complètement, mais ça a effacé beaucoup de peur physique que j'avais, de peur de la faiblesse, de peur de l'effondrement. Et quand chaque matin vous exercez votre souffle, parce que souvent certains exercices vous essoufflent, enfin la plupart du temps, vos muscles et votre capacité à faire cet effort physique-là, eh bien vous vous sentez tout simplement plus fort. C'est tout bête. Vous luttez mieux contre la maladie, vous luttez mieux contre les faiblesses, vous luttez mieux contre l'émotivité, toutes choses moi qui étaient en moi et que j'ai surmonté pour faire ce métier. Qu'il vous a fallu même combattre, c'était cette timidité ou ces difficultés, c'était un combat et la danse oui, vous y a aidé. C'était un combat. C'était un combat permanent. C'était un combat permanent. Ma vie, sans doute, était un combat. Non pas que j'ai eu des épreuves, attention, je suis, moi, privilégiée. C'est-à-dire que autant mes parents, eux, avaient eu une enfance difficile, ou en tout cas dans un milieu vraiment, encore une fois, très modeste, sans vraiment d'horizon. Moi, je ne peux pas le dire. Moi, j'ai eu vraiment tout ce que je voulais. Je n'ai évidemment été privée de rien. Et donc, je suis privilégiée. Et j'ai exercé ce métier de façon extrêmement privilégiée, avec des moyens, un salaire très confortable, du temps pour moi, une rédaction que j'adorais, un métier qui était gratifiant et qui me passionnait. Donc, je précise, mais c'était un combat. C'est un combat contre ses peurs, contre l'émotion que le direct suscite, parfois des très longs directs, où on se sent faible au point de tomber, on se sent émotif, on se sent gagné par l'émotion des sujets que l'on traite, qui sont bien sûr, hélas, souvent dramatiques. Il y a eu énormément de séquences sur le terrorisme, sur la guerre du Golfe, et que sais-je encore. Et il fallait bien sûr être là, faire face, et devant, parfois 10 millions de personnes. Donc tout ça a été un combat que j'ai mené, mais je ne suis pas le seul, évidemment. Et cet exercice physique, ce rendez-vous quotidien que j'avais avec moi-même, avec un autre univers, avec cet effort physique, m'a énormément apaisée. Mais on ne peut pas imaginer à quel point. Donc je crois, alors là c'est une petite parenthèse, mais vraiment je crois à l'exercice physique. Je pense que c'est la chose la plus importante. Alors je ne dis pas qu'il faut faire de la danse à tout prix. On peut chacun trouver sa passion. On peut courir, bien sûr. On peut faire du yoga, je le disais, on peut aimer faire de la musculation, on peut faire du pilates, il faut trouver une chose qui vous plaise et qui ne soit pas une contrainte. Et je crois vraiment, et tous les médecins le disent d'ailleurs, c'est pas un scoop, on combat les maladies, vous savez, ça, on lutte mieux contre le cancer, on prévient certaines maladies grâce à ça. Donc faisons ça. Voilà, moi je suis une militante de ça. Wayne Byers, votre professeur de danse que vous rencontrez donc quasi quotidiennement, oui. Et vous signez la préface d'un livre qu'il a écrit et justement qui nous donne tout à fait la transition, qui s'appelle Leçon de vie. Oui. Leçon de danse, leçon de vie. Et on est bien là. Il a une façon d'aborder la danse, quand on s'intéresse à lui, qui est totalement différente et on peut, à vous écouter, comprendre pourquoi vous vous sentez tout à fait à l'aise dans cet univers-là. Puisqu'il travaille autant sur le développement personnel que sur la technique. D'ailleurs, ce n'est pas un cours de technique.
Alors, Il y en a forcément, mais... Si, alors je précise, c'est un cours de très haute technique, Oui. parce que les danseurs professionnels, ils trouvent leur travail quotidien, et leur travail est très important. On a y compris des danseurs de l'opéra, d'ailleurs, qui viennent travailler ici, ou d'anciennes étoiles de l'opéra qui sont là aussi tous les jours, ou des danseurs de compagnie contemporaines, ou des danseurs, en ce moment, nous avons par exemple l'un des solistes de Singing in the Rain, qui va être la comédie musicale qui va être reprise au Grand Palais, et qui d'ailleurs avait été là avec nous aussi il y a 2 ans. Donc ces danseurs Il vous a pas professionnels... proposé un petit rôle? Pardon? Il vous a pas proposé un petit Non, rôle? mais j'aurais tellement adoré, mais je vais le revoir naturellement, bien sûr. Et surtout, j'adore le voir à la barre à côté de moi, parce que c'est une autre gestuelle. Il est génial dans ses claquettes, il est formidable sur scène, et il est dans cet exercice de technique classique qui va lui donner les bases. Donc oui, c'est un apprentissage technique très exigeant, mais c'est autre chose aussi. C'est-à-dire que Wayne Barres a été bien sûr au départ un danseur classique américain, qui a fait des grandes compagnies américaines, mais qui le dit lui-même, qui n'était pas amené à faire une carrière d'étoile. Il était un très bon danseur, et il est venu en France par amour pour un autre garçon. Il s'est installé avec Jean-Louis, son compagnon d'ailleurs, mais depuis tout ce temps, c'est-à-dire 30 ans de vie à Paris. Il retourne parfois donner des cours à New York, et d'ailleurs c'est à ce moment-là le professeur de New York qui vient nous donner le cours. Mais il aime la France, et il aime retrouver tous ses élèves. Donc ce sont les bases classiques, absolument, c'est-à-dire un enchaînement que vous pouvez trouver dans tous les cours du monde. Vous allez à Covent Garden pour le Royal Ballet, tous les matins ils prennent le même cours. Vous allez au Bolchoï, ils prennent ce cours-là. Oui, parce que c'est très codifié. C'est extrêmement codifié, et chacun sait que le langage de la danse classique est un langage français. C'est-à-dire que dans le monde entier, vous parlez de plier, de méplier, port de bras, pirouette, bon, dégagé, etc. Et tout ce langage qui a donc été, c'est vrai, inspiré par la France, puisque c'est là qu'est partie la danse classique au XIXe siècle. Eh bien, dans les cours du monde entier, on suit un parcours de d'échauffement du corps extrêmement progressif, mais comme vous le dites, tout à fait codifié. Rien ne doit au fond manquer à cette préparation du corps, en commençant par les pliés jusqu'au grand saut. Et donc pendant 3/4 d'heure, nous sommes d'abord à la barre, ensuite pendant 3/4 d'heure au milieu, et à la fin du cours, le corps est théoriquement prêt à répéter un spectacle, car c'est ça la vie d'un danseur. C'est-à-dire que le matin, il vient prendre le cours, et l'après-midi, il répète pour être sur scène le soir, ce qui malheureusement n'est pas mon cas, mais voilà, j'ai choisi une autre voie. Mais donc, c'est un apprentissage classique, technique, de haut niveau. Mais c'est aussi, et c'est ce que vous dites, une leçon d'ouverture au monde et d'ouverture sur les autres. Et Wayne Barres n'est tout sauf quelqu'un d'autoritaire ou de sectaire. C'est-à-dire qu'il aime que ça soit bien fait, mais il accepte, et il suscite d'ailleurs les différences. Ces danseurs dans ce cours viennent du Netherlands Dance Theater. On dansait avec Pina Bausch, on dansait avec Matzek, on dansait avec Forsyth, on était chez Montalvo, on était chez Blancali, etc., ou à l'Opéra de Paris ou ailleurs, ou chez Maurice Béjart, et se retrouvent là. À des âges différents, car bien sûr nous sommes à tous les âges de la vie, et ils l'acceptent ça, et ils nous regardent vraiment, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'exister, de participer à cet apprentissage, mais avec chacun sa gestuelle, car bien sûr chacun a une façon d'interpréter ces codes de la danse classique, et c'est ça que j'aime moi. Je ne me sens pas jugée, ni d'ailleurs par les élèves, ni par le professeur, mais je me sens tirée vers le haut. Et je crois que c'est ça que nous sentons tous. Il dit d'ailleurs qu'il cherche le meilleur de vous-même. Peut-être pas la perfection, mais le meilleur de chacun d'entre vous. Bien sûr. Il y a bien sûr une recherche de la perfection dans la danse classique, et c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire
l'arabesque parfaite, la pointe du pied, le coup de pied, le bras, la main, le port de tête, la nuque, les épaules, bref. Tout ça, évidemment, est une recherche de la perfection. Mais chacun, finalement, la cherche à sa façon. Et c'est ce que dit Wayne Barnes. Il n'y a pas, évidemment, de perfection objective. Et chacun, avec ses faiblesses, donne son interprétation dans cette recherche-là. Et évidemment, c'est ce qui est beau. C'est Aurélie Dupont qui raconte, et c'est tellement vrai, elle qui était la technique parfaite en sortant de l'école, mais parfaite, avec un travail incessant. D'ailleurs, elle n'a pas énormément aimé l'école de danse, mais je crois qu'elle n'était pas très aimée par Claude Bessy. Elle était tellement exceptionnelle, et elle voulait être parfaite, mais elle s'est sentie elle-même que quand Pina Bausch l'a choisie pour danser le Sacre du Printemps, et lui a dit, elle était étoile déjà, je te choisis, je ne sais pas si elle était étoilée, enfin bref, je te choisis pour tes faiblesses, ça. Pour tes défauts, et c'est ça que j'aime en toi. Et elle dit bien qu'aujourd'hui, elle en a été libérée, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie elle-même libre de cette fragilité-là. Et donc, elle en a été évidemment beaucoup plus émouvante sur scène. Voilà ce que l'on va chercher dans ce cours. C'est Baryshnikov d'ailleurs qui dit « Lorsque je danse, je ne cherche à surpasser personne d'autre que moi ». Bien sûr. Voilà. On ne se compare pas. D'ailleurs, chaque danseur est différent. Chaque danseur est émouvant en lui-même. Il y a des constitutions Rabelais, puissantes, qui vont sauter. Et, Marie-Agnès Gillot, par exemple, a un corps très athlétique. Alors, Marie-Agnès Gillot, oui, a un corps athlétique, mais de très longs bras, de très longues jambes. Donc, elle a aussi pu exprimer beaucoup de choses élégiaques. Et, oui, mais c'est vrai qu'elle avait le corps fait pour la danse contemporaine. En tout cas, l'expressivité faite pour la danse contemporaine. Dorothée Gilbert sera peut-être plus dans le signe, les bras, des membres très graciles, et évidemment cette délicatesse de la ballerine. Chacun a ses qualités. Et bien sûr, d'ailleurs, Dieu merci, les chorégraphes les choisissent, ou elles choisissent elles-mêmes une façon de s'exprimer différente, qui nous touche à des degrés divers, différemment, mais qui nous touche tous. Vous le disiez tout à l'heure que vous alliez souvent, et on le comprend, assister à des spectacles de danse. Est-ce que vous en retirez aussi quelque chose pour votre pratique à vous, ou est-ce que c'est juste le pur plaisir du spectacle Alors, il y a les deux choses, il y a trois choses. Il y a les danseurs que je connais, que j'aime vraiment tellement retrouver sur scène. Il y a le pur plaisir et l'émotion, bien sûr. Que ce soit d'ailleurs des grands ballets classiques, je trouve que... Enfin, j'ai énormément de plaisir, bien sûr, à aller voir le Lac des Cygnes, ou Gisèle, ou La Belle au Bois dormant, ou autre. Et puis, bien sûr, les ballets contemporains, ça va de soi. Mais il y a aussi, et j'aime beaucoup regarder la précision des gestes, oui. J'essaye de m'en inspirer. Bien sûr que j'en suis loin. Mais oui, ça m'apprend. Bien sûr que ça m'apprend. Je passe beaucoup de temps... Enfin, je pourrais passer des heures à regarder sur YouTube des vidéos de danseurs, de cours de danse, et de regarder les gestes, de regarder la gestuelle et d'essayer de m'en inspirer. Oui, j'aime. Bien sûr que c'est en regardant les autres que l'on apprend. Et d'ailleurs, je le fais dans mon propre cours. Moi, je m'inspire bien sûr de ce que montre le professeur, naturellement, de ses indications, mais beaucoup de ce que je vois faire à côté de moi. Et j'essaye d'imiter. Voilà. Et le regard des autres dans ce cours, parce que derrière un écran, devant une caméra, qui a été votre quotidien pendant si longtemps, le regard des autres dans le cours, est-ce que c'est une gêne ou une peur ou non J'ai eu au début, je ne suis pas allée toute seule. Au début, je n'aurais pas osé reprendre ces cours.
Et donc j'étais quand même un peu tenue par la main par ces danseurs qui m'avaient accompagnée dans cette épreuve pour TF1, qui était rigolote, hein, qui était un grand plaisir pour moi, mais qui a quand même été vraiment une épreuve. Et grâce à eux, un d'entre eux notamment, j'ai osé aller, donc j'y allais pas seule. Et puis après, rapidement, j'ai noué des liens, des amitiés, et je trouve que il y a une grande tolérance et que personne ne vous regarde pour ce que vous êtes en dehors de ce cours de danse. Alors bien sûr que moi les gens viennent me parler de la télévision, mais non, je suis au contraire, je suis stimulée par eux. Il y a de l'humour aussi, on se regarde, on se met. Je crois pas qu'il y ait du jugement. Enfin, Je crois savoir que vous n'êtes pas la dernière d'ailleurs pour l'humour. Je crois que vous taquinez souvent le pianiste lorsqu'il est... Ah oui, j'aime beaucoup. Ah oui, alors bien sûr, parce qu'on n'a pas parlé de cet aspect fondamental du cours de danse. Il ne peut pas se faire sans de la musique, déjà. Et, j'ajoute, sans le pianiste. Parce que le grand avantage de Wayne Barrs, qui vient d'ailleurs d'être décoré des Arts et Lettres, et c'est tellement mérité, il tient absolument... Il a 3 cours par jour. Et il est accompagné d'un pianiste tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un cours sans un pianiste. Donc déjà, il porte les musiciens, il les met en valeur. Et pas un CD, un pianiste. Et pas un CD, un pianiste qui, bien sûr, avec sa personnalité, ils sont plusieurs à se relayer parce qu'il faut assurer 3 cours par jour et qu'ils ils accompagnent les cours du conservatoire, ils accompagnent à l'opéra, ils sont eux-mêmes concertistes, donc c'est évidemment des pianistes qui ont d'autres activités. Et la personnalité de chacun nous porte, son interprétation, sa façon de s'adapter aux indications du professeur de danse, qui bien sûr propose des pas différents tous les jours. Donc, il faut être réactif, il faut avoir son univers musical. Ça peut d'ailleurs être du jazz, c'est parfois de la musique de film, c'est parfois de la variété adaptée pour le piano. Tout est bien si c'est fait avec le cœur. Et c'est vrai que la présence du pianiste, vraiment, selon qui il est, nous porte. Alors, je ne sais pas si vous le savez, parce que j'ai échangé avec Sylvain Griotto pour ne rien vous cacher dans la perspective de notre rencontre aujourd'hui. Oui. Sylvain Griotto, que nous avions accueilli ici pour un spectacle Queen of Hearts qu'il avait accompagné au piano. Et il me disait justement, vous parliez de cette libre interprétation auquel il se livre, et vous lui servez souvent de point de repère. Il se cale beaucoup sur vous, sur votre façon de danser et de... Ah oui, Sylvain m'a dit effectivement que vous étiez parlé. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, on se regarde, les uns et les autres d'ailleurs. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien me mettre pas loin du pianiste, ou de la pianiste, bien sûr. Et j'aime bien le regarder, oui, bien sûr. Et même d'ailleurs lui demander des choses, lui suggérer, ou lui dire « Ah, mais ça, j'aime vraiment, c'est très beau, ça. » Oui, je pense qu'on est tous ensemble, en fait. Et d'ailleurs, parfois, il vole la vedette au professeur de danse, il faut le dire. Et donc, on l'applaudit quand il a fait quelque chose de brillant. Oui, bien sûr, ça, c'est un personnage du cours, très important. La préface du livre de Wayne Byers, vous avez cette phrase de Pina Bausch, « Dansez, sinon nous sommes perdus ». Pourquoi cette phrase est importante pour vous ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je pense qu'elle veut dire plusieurs choses. D'abord, ça fait référence à ce qu'était Pina Bausch, qui était dans cette exigence personnelle, dans cette urgence de la création, dans cette ascèse de la création. C'est-à-dire qu'on sentait, chaque fois qu'on allait voir quelque chose d'elle, principalement au Théâtre de la Ville, mais aussi beaucoup à l'Opéra, qu'elle jouait sa vie chaque fois qu'elle faisait une pièce, enfin un ballet, qu'elle s'engageait totalement. D'abord de façon très sombre dans ses premières pièces comme Café Muller, et puis après de façon plus solaire, paradoxalement, puisqu'elle est morte si jeune en fait, et foudroyée par la maladie. Mais que ça soit sombre ou plus lumineux, elle engageait tout son être. Elle était très ascétique, elle parlait peu, elle était vraiment concentrée sur son art, avec un regard tout à fait pénétrant sur les danseurs. Et c'était sa vie, voilà. Et donc, quand elle exprime ça, elle exprime sa propre personnalité, cette espèce d'urgence à créer. Et
Dieu ô combien une création puissante. Enfin, certains sans doute ont vu son Sacre du printemps ou son Orphée Eurydice ou d'autres choses qu'elle a donné à l'Opéra de Paris. On est transporté par sa puissance, évidemment. Et puis, ça veut dire aussi la culture nous sauve. Et moi, je crois beaucoup à ça, notamment dans ces périodes très violentes où nous sommes entourés de dangers, de cette barbarie qui nous menace, qui nous abat parfois. Sûrement faute d'éducation, sûrement faute de repères. Ces égarés n'ont peut-être pas eu la chance, ou je ne sais pas, je ne veux défendre personne naturellement, mais l'éducation, la culture vous sert de lien pour vivre ensemble. Et ce qui est ici fait de garde-fou même. Bien sûr. Et tout ce qui peut rassembler les gens, comme ici, bien sûr, à Pau, parler de ses passions, parler des idées. Tout ça évite qu'on prenne des chemins de traverse. Donc la culture, pour partager des émotions, pour donner un sens à sa vie, pour s'élever de sa condition de mortel, pour sortir de cette idée qu'on va mourir finalement, pour être à un moment dans la journée ou dans sa vie au-dessus de cette condition-là, ça protège contre la barbarie, ça protège contre l'obscurantisme. Bon, et c'est ce qu'elle exprime. Et puis bien sûr, danser, c'est le mouvement, c'est la liberté. La petite liberté que l'on se donne quand on écoute une musique que l'on aime et on se met tout d'un coup à faire quelques pas de danse. C'est ça, ce petit plaisir qui fait le sel de la journée. Et voilà comment je comprends cette injonction. Est-ce qu'il ne vous est jamais venu l'idée ou l'envie de proposer une émission sur la danse à TF1 ou ailleurs? J'aurais évidemment. Alors, je ne sais pas si on peut faire une émission uniquement sur la danse. D'abord parce que c'est pas dissociable de la musique. Je ne sais pas. C'est vrai que moi, j'ai toujours regretté le Grand Échiquier, par exemple. Moi, je suivais beaucoup et je trouvais que Jacques Chancel savait faire venir justement les danseurs, les mettre en valeur, les pianistes, les violonistes, etc. Et on pouvait, donc à la télévision, c'est vrai, admirer les étoiles de l'opéra, suivre un pas de deux qui était fait spécialement pour l'émission. Et j'aurais bien aimé pouvoir redonner aux danseurs cette possibilité de s'exprimer devant le plus grand nombre, surtout. J'ai essayé, je crois, en tout cas dans mes journaux, de parler de danse. Je crois que c'est vraiment un langage universel, donc je pense que c'est accessible au plus grand nombre. Il n'y a pas de barrière, on peut se laisser porter, donc j'ai essayé d'en parler, puis aujourd'hui je le montre encore dans mon émission sur France 5. Donc, mais c'est vrai qu'une émission entièrement consacrée à la danse, je ne sais pas si ça existe même dans le monde. Je ne suis pas sûre, mais ce serait formidable, bien sûr. Alors, vous avez parlé de l'émission sur France 5. Il y a Radio Classique également, où vous recevez des invités comme ça. Car les danseurs parlent. Exactement. La preuve. Les chorégraphes parlent. Bien sûr. Et vous essayez justement de laisser une place. Bon, la culture, on sait à quel point vous êtes attaché à la culture et on vous comprend bien. La danse y occupe une place importante. Bien sûr, absolument. Car on peut parler de danse à la radio. Moi, quand j'ai commencé le journalisme, j'ai en fait commencé avant la presse écrite par un stage à Europe 1. Et j'ai continué dans une émission qui s'appelait Barbier de nuit, c'était une émission culturelle. Et je faisais venir au micro de Christian Barbier, donc à 11h du soir, mais j'ai fait venir énormément de danseurs, de chorégraphes. J'ai fait, à l'époque, bien sûr, ça remonte à quelques années, mais on avait régulièrement Claude Bessy, Patrick Dupont, Maurice Béjart, Michael Denard. Tous ces gens sont venus au micro et parlaient de leur art. Alors, certains en parlent mieux que d'autres, c'est vrai. Maurice Béjart, par exemple, qui est évidemment fils de philosophe, intellectuel, lettré, cultivé, ouvert à toutes les cultures du monde, savait intellectualiser la danse, savait parler de la danse, de son art. Très bien. Aujourd'hui, un Angelin Predjokaj, qui est aussi un homme de culture, c'est-à-dire qu'il va faire appel à l'écriture, aux livres, à des sources d'inspiration très diverses et sait exprimer sur son art.
Donc on peut parler de danse. Et moi, je fais venir, bien sûr, beaucoup de danseurs qui expliquent leur parcours, tout simplement, et leurs aspirations et leurs rêves, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, bien sûr. Et j'essaye de le faire le plus possible, oui. Alors, vous avez cité Béjart, vous avez cité Angelin Prège-Locage. Quels sont les danseurs actuels ou passés qui vous émeuvent, qui vous ont transporté en les regardant? Alors, beaucoup, hein, bien sûr, ça va de soi. Moi, je suis allée voir de la danse petite, pas avec mes parents d'ailleurs, mais avec une de mes amies de classe. Et nous sommes allés voir les premiers ballets de Béjart. Et je n'ai jamais, je l'ai vu beaucoup, Maurice Béjart, je l'ai très souvent rencontré, interviewé. Et ces danseurs m'émouvaient beaucoup. Et il avait notamment une soliste qui s'appelait Shona Merck, qui était une fille absolument ravissante, mais qui était une danseuse classique sans être classique, et qui avait une telle poésie en elle que vraiment j'ai énormément aimé la regarder. Car Béjart, vous le savez, demandait que ses danseurs aient une base classique très, très poussée, évidemment. Il y a eu aussi, bien sûr, son grand danseur Georges Donne, qu'on a tous admiré. J'allais dire qu'il n'était peut-être pas la perfection technique, mais qui était la fougue, qui était le charisme, et qui avait une force en lui expressive. Et quand on l'a découvert dans le Boléro, par exemple, évidemment, moi j'ai beaucoup aimé le voir. J'ai beaucoup aimé Patrick Dupont dans son énergie, dans sa vitalité, dans sa virtuosité, car il dansait, car il sautait plus haut que les autres et il tournait plus que les autres, avec une espèce de liberté et d'espièglerie aussi que j'aimais énormément. J'ai beaucoup aimé Michael Denard, parce que Michael est quelqu'un qui d'ailleurs vient parfois donner le cours et qui avait en lui-même énormément de sens artistique. Il a joué la comédie, c'était un très bel artiste, c'était pas qu'un danseur, voilà. Et Maurice Béjart d'ailleurs lui avait créé pour lui l'Oiseau de Feu, et c'est pas pour rien. C'était un très beau danseur. Plus récemment, moi j'ai eu beaucoup d'admiration pour Nicolas Le Riche, qui est pour moi un merveilleux danseur étoile, à la fois puissant et expressif, un prince et un athlète. Il a en lui, à la fois une animalité et une élégance. Je trouve qu'il allie beaucoup de choses. Et ça a été un très grand danseur étoile. Aujourd'hui, il dirige le ballet de Suède. Et je fais remarquer au passage que de très nombreux danseurs étoiles français se retrouvent à la tête de maisons d'opéra à l'étranger. José Martinez à Madrid, Manuel Legris à Vienne, Nicolas Le Riche donc en Suède, Laurent Hiller, que je n'ai pas cité, mais qui est vraiment un ami cher et qui est un merveilleux danseur qui dirige maintenant le théâtre Stanislavski à Moscou. Donc notre danse, il faut le savoir, SM, et notre expertise, notre savoir-faire, nos talents sont reconnus dans le monde entier. Et c'est vraiment une belle supériorité que l'on a. Je ne parle pas de Sylvie Guilhem, bien sûr, qu'on a tellement admirée, qui était tellement exceptionnelle. C'était un privilège de la voir sur scène, bien sûr. Et à vous entendre égrener ces noms qui parlent sans doute à la plupart d'entre nous, même si on n'est pas féru de danse aussi passionné que vous l'êtes. Mais c'est des noms, c'est mesurer combien ils occupent une place dans notre culture, ces gens-là, ces noms-là, parle à chacun d'entre nous. À quoi est dû, et je pense notamment aussi, si on revient un peu plus loin dans le passé, à des gens comme Nureyev aussi, bien sûr, ou Baryshnikov que je citais tout à l'heure. La danse occupe une place tout à fait singulière dans l'univers de la culture. Absolument, et singulièrement d'ailleurs en France. D'abord, on le disait, elle est née un peu en France, les grands Serge Liffard, etc., ont été les grandes figures de la danse, ont travaillé en France. Diaghilev se sont épanouis en France. Nijinsky, il se trouve qu'ils ont fui leur pays et c'est la France qui les a grâce à la danse, qui est grâce aussi à la danse, bien sûr. Et c'est un art français. C'est un art qui a un public en France, car nulle part au monde vous avez autant de scènes dédiées à la danse, mais danse classique et danse contemporaine, avec un public mais absolument passionné, habitué à la modernité, c'est-à-dire qui n'est dérouté par rien.
qui n'est choqué par aucune gestuelle contemporaine, parfois très audacieuse ou même très transgressive. Il y a une grande ouverture en France à ce qu'est la danse dans son ensemble. J'ajoute qu'en France, on a sûrement l'une des compagnies, peut-être la meilleure au monde. Difficile de faire mais celle de la compagnie, enfin le corps de ballet de l'Opéra de Paris est peut-être le meilleur au monde. Peut-être le Bolchoï ou le Kirov sont bien sûr des très grandes compagnies. Mais notre école à nous allie à la fois, bien sûr, la technique exceptionnelle et une très grande élégance, un très grand sens artistique. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas à Moscou, mais c'est encore une autre chose. Donc, nous avons une excellence dans l'interprétation. Et encore une fois, nous sommes un réceptacle de la création contemporaine. Tous les chorégraphes contemporains du monde entier, qui s'appellent Matsek, Jerry Kilian, William Forsythe, Blancali, Montalvo, je parlais bien sûr de Pina Bausch, trouvent ici un public qui les attend avec ferveur, qui les aime, des scènes sur lesquelles ils peuvent se déployer. C'est unique au monde. Ouais. Aux États-Unis, vous n'avez pas ça du tout. Bien sûr qu'il y a des danseurs exceptionnels, mais il n'y a pas du tout le même sens de la modernité ou de la création. Ils peuvent même être déroutés par certains chorégraphes contemporains. Je me souviens très bien que quand le ballet de l'Opéra de Paris a fait une tournée, il en fait bien évidemment aux États-Unis, et qu'il était question, et j'en parlais avec Marie-Agnès Gillot, de proposer Orphée Eurydice, Pina Bausch, il y avait quand même une inquiétude. Ils ne savaient pas comment le public américain recevrait ce ballet, qui est pourtant, évidemment, une musique de Gluck absolument merveilleuse, qui n'est pas déroutante, mais qui est quand même une gestuelle plus contemporaine. Et ils ne savaient pas comment à New York ce serait reçu. Ça a été très bien reçu, naturellement. Mais en France, nous sommes habitués, nous sommes demandeurs de ça. Alors, je rendrai hommage à Brigitte Lefebvre, qui a été une très grande directrice du ballet de l'Opéra de Paris pendant 20 ans, et qui, justement, est allée chercher des nouveaux chorégraphes. Sidi Larbi-Cherkaoui, c'est elle qui a fait venir Matsek, c'est elle qui a fait venir Kilian, c'est elle qui a fait venir Forsythe, et qui a demandé à ses danseurs de se plier, de s'ouvrir à cette nouvelle gestuelle. Et ils en ont été Benjamin Millepied, bien évidemment, elle l'a fait venir, c'est elle qui lui a demandé des ballets, des pièces. Donc, c'est ça qui nous constitue. Et c'est presque unique au monde. Donc c'est vraiment notre patrimoine, ça, c'est notre richesse. Et je crois que, encore une fois, le monde le sait. Est-ce qu'il peut vous arriver d'avoir la curiosité de vous glisser dans les coursives de l'Opéra Garnier pour aller... Ah oui, très souvent. Moi, je connais bien la maison. Je la connais relativement de fond en comble. Et j'ai exploré les ateliers de costumes qui sont merveilleux, bien sûr. J'ai les coulisses, les fabrications de décors, les répétitions, où vous voyez sous les coupoles ces studios de répétition, soit pour le corps de ballet, soit pour les solistes. Et évidemment, c'est une ville dans la ville, c'est une ruche, c'est un lieu de rêve, c'est un lieu d'effort, c'est un lieu de mystère. Et c'est un grand privilège de pouvoir aller se glisser dans ces coulisses-là. Moi, j'aime voir les danseurs après, j'aime sentir leur peur, leur effort, leur trac, bien sûr, bien sûr. Claire Chazal, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous nous manquez. Mais je suis là. Je suis là. Comment ça s'est passé depuis ça va faire quoi, 2 ans bientôt? J'ai quitté TF1 il y a plus de 2 ans, parce que oui, c'est ça. Et c'était évidemment pour moi assez violent, puisque c'était pratiquement 25 ans de journal à TF1. J'en avais présenté sur Antenne 2 avant, j'avais été journaliste de presse écrite, bref. Mais sur TF1, c'est vrai que c'était une vie longue, dans une famille que j'aimais beaucoup, une rédaction dans laquelle j'étais vraiment heureuse. Et elle est toujours là d'ailleurs. Et j'y ai gardé des amis. Et j'ai aimé faire ça. J'ai eu des années merveilleuses et de responsabilité, de pouvoir,
de réflexion sur l'actualité, de grande liberté aussi, je Oui. le précise, une grande liberté éditoriale. Et ça m'a beaucoup plu, bien sûr, de faire ça avec ces moyens-là. C'était gratifiant, ça me tenait, c'était ma passion. Bref, et mon quotidien, et évidemment, j'en étais assez blessée. Mais, et aujourd'hui encore, je peux être frustrée à certains moments, bien sûr, notamment quand des choses Des grands dramatiques, événements. des grands événements électoraux, les soirées électorales, on sort d'une année très riche, ou même les attentats où on était obligé de... On avait le sentiment quand même de participer un peu à l'émotion collective, disons d'apporter une petite pierre à tout ça, parce qu'il fallait essayer d'être à la fois objectif, rassurant, mais donc j'avais le sentiment de participer un peu à tout ça, et aujourd'hui ça m'a été retiré, et je m'en suis sentie un peu privée, bien sûr, mais bon, j'ai eu la chance de trouver très vite une autre maison d'accueil, et de me concentrer sur ce que j'aime vraiment, qui est la culture. La culture. Donc j'ai pas de, maintenant j'ai 3 émissions. J'ai ce magazine quotidien sur France 5, qui est une chaîne que j'aime énormément. Entrée libre. Entrée libre, qui est un magazine donc qui est tous les soirs. Donc vraiment je tiens vraiment à mettre l'accent sur le fait que nous parlons de culture tous les jours sur une chaîne Du service public. Du service public qui s'appelle France 5. Et quand nous avons 500 000 téléspectateurs qui regardent du théâtre, du cinéma, des expositions, de la musique, de la danse, on est très heureux. Moi, je regardais beaucoup France 5 et je suis très heureuse de me retrouver dans cette chaîne où les animateurs, que ce soit François Bunel, Anne-Elisabeth Lemoine, Karim Rissouli, enfin, on est tous tendus vers l'idée qu'il faut un peu transmettre la connaissance, en fait, et aussi du savoir, des passions. C'est ça, France 5. C'est une chaîne très cohérente qui me plaît, moi, sur laquelle je me sens bien. J'ai aussi Radio Classique qui me permet de recevoir des artistes. Voilà, une très belle radio. Une radio à la fois exigeante, mais pas élitiste. C'est ça qu'on essaye d'être, je crois. Et puis maintenant, France Info, je reçois des philosophes, enfin des intellectuels pour commenter l'actualité de la semaine. Donc, j'ai retrouvé un équilibre. Voilà, je fais mon métier. Je vais en plus, pour mon métier, voir des spectacles que j'aime. Alors, je ne suis pas malheureuse. Finalement. Voilà. Il vous arrive de regarder des journaux télévisés encore ? Je ne regarde pas beaucoup des journaux télévisés, pour être très honnête. J'ai Pourquoi ? pas beaucoup aimé, parce que ça a été trop ma vie, et je n'ai pas eu très envie de le regarder. Je m'informe différemment. Je m'informe évidemment tous les matins avec la radio, parce qu'on a des habitudes et que j'ai toujours écouté Europe 1, donc c'est vrai que je continue. Mais je passe rapidement sur Radio Classique, qui a une très très bonne matinale avec Guillaume Durand. Oui. Et je l'écoute d'ailleurs toute la journée, parce que c'est de la musique qui me plaît. Et puis je regarde un peu des chaînes d'information continue, mais pas énormément le soir si je rentre un peu plus tard. Et puis je regarde plus par exemple le 28 minutes d'Arte, qui est un journal fait de débats qui me plaît beaucoup. Voilà comment la lecture des journaux et principalement du Monde. Voilà comment je m'informe. C'est vrai que les 20 heures, je les regarde moins. Voilà. Il faut savoir tourner ? Il faut, bien sûr, bien sûr. Et j'ai encore une fois, moi j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'on m'a tout de suite demandé, c'était Michel Field à l'époque qui dirigeait France 5, et il m'a appelé très très vite après mon départ de TF1 pour me proposer de venir sur sa chaîne, et bien sûr j'en ai été très heureuse et très touchée. Donc j'ai eu de la chance, voilà, contrairement à sûrement beaucoup qui perdent leur emploi, et finalement je me suis dit que c'était une façon de tourner une page qu'il fallait bien tourner un jour ou l'autre, et que je n'aurais peut-être pas eu le courage de tourner de moi-même, parce qu'on n'abandonne pas comme ça un journal puissant, une rédaction chaleureuse, un salaire accessoirement élevé, même très élevé par rapport à ceux du service public. Voilà, donc on change de vie. Mais je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça volontairement. Et finalement, c'est bien aussi. Vous avez écrit cette préface du livre de Wayne Byers. Vous avez écrit aussi 2 livres. L'écriture ne vous tente pas ? Même 3 livres. 3.
Non, mais j'ai Il y en fait a un que j'ai raté. non, mais il y a une biographie de Balladur qui me remonte maintenant, C'est vrai. et 2 romans. Mais enfin, voilà. Et l'écriture ne vous tente pas, ce retour à l'écriture? Si, mais je l'ai sous le coude, oui, bien Ah. sûr, j'ai toujours de l'écriture sous la main, en train, voilà. Est-ce que ça fera un livre? Je ne sais pas. Je l'espère, arriver au bout de quelque chose, mais qui sera personnel et un peu impressionniste, pour aussi faire un point, un bilan sur sa vie, à la fois personnelle et professionnelle, enfin, son insertion, j'allais dire, dans le monde et dans le siècle. Voilà. Mais j'ai toujours de l'écriture, oui, oui. Mhm. Au terme de quasiment 7 heures que nous venons de passer ensemble, Claire Chazal, j'ai envie de dire, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une femme libre. Oui, en tout cas, alors on a tous des contraintes, mais moi j'ai le sentiment d'avoir été libre dans ma vie, oui. Alors la liberté parfois se paye d'autres choses, se paye de risques, de solitude, de choix qui excluent d'autres choix, mais j'ai vraiment c'est pour ça on parlait de la danse qui bien sûr que j'aurais aimé pratiquer professionnellement, mais j'estime que j'ai été libre de choisir une autre voie. Et ce que m'ont donné mes parents sûrement, c'est cette capacité à exercer cette liberté. En tant que femme, c'est précieux. Et je pense que ça a été notre conquête de la deuxième moitié du XXe siècle. Cette liberté de la femme, cette liberté, cette prise d'autonomie, d'indépendance, d'existence dans le milieu social et professionnel qu'on choisissait, moi j'estime que je l'ai fait. En tout cas, on ne m'a rien imposé. Bien sûr que les milieux professionnels sont durs, bien sûr qu'il y a eu des jalousies, en tant que femme, il a fallu se battre aussi face aux Et hommes. c'est pas fini. Et ce n'est pas fini ô combien, et on le voit bien aujourd'hui singulièrement. Bien sûr que le combat pour l'égalité n'est pas achevé, mais moi, j'estime que j'ai eu la chance de suivre une voie que je choisissais, de répondre à des sollicitations, de m'insérer dans des milieux et professionnels et personnels que j'avais choisis. Et évidemment, c'est ce qui vous rend quand même le plus heureux. Enfin, en tout cas, c'est ce qui fait que vous n'avez pas de regrets. Alors, on peut n'avoir pas tout réussi, naturellement, mais le pire est la contrainte, je crois, personnelle, professionnelle. Et je pense qu'en fait, je n'aurais même pas été capable d'exercer un métier par contrainte ou voilà, je n'ai pu le faire que parce que j'aimais faire ça finalement. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, je sais, mais en tout cas, j'ai exercé une liberté, oui. Eh bien, aujourd'hui, nous avons accueilli Claire Chazal, libre, heureuse et passionnée. Merci beaucoup, Claire Chazal. Merci à vous, merci beaucoup.